Un de vos membres était il y a quelques jours en Algérie. Rien sur Boualem Sansal. On nous avait promis une réponse graduée, mais on n'avait pas précisé la graduation et en fait on est resté au grade 0 ou presque. Non seulement Boualem Sansal est toujours en prison, mais en plus il y a un autre journaliste aujourd'hui qui est aussi français qui est en prison. Mais les accords de 68 sont toujours en vigueur, les dettes hospitalières ne sont pas réglées, les avoirs nombreux et variés des dignitaires algériens dont les fils Tebboune, il était question à un moment de les geler, n'ont pas été bloqués. Les transferts d'argent n'ont pas été bloqués non plus, les visas n'ont pas été suspendus, les OQTF sont toujours là chez nous et notamment la liste d'environ 30 personnes qu'avait évoqué Bruno Retailleau, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'OQTF spécialement dangereux. Algériens exercent une restriction des libertés fondamentales absolument sans commune mesure. Et quelle fébrilité pour un régime qui a... Bon, déjà, ce que je voudrais vous exprimer ce soir, c'est que la masse populaire en France n'est absolument pas d'accord avec ce qu'il se dit par le biais de certains ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui aujourd'hui invective, menace l'Algérie et s'oppose à tout propos qui pourrait essayer de faire avancer nos deux peuples. Et donc du coup, il est vrai que, comme faisant partie du peuple, en étant maintenant représentant du peuple, oui, j'ai pour ma part embrassé le drapeau de l'Algérie parce que nous avons, avec ma famille, nos racines ici. Et il était important que les gens qui m'entourent, celles et ceux qui me regardent à travers la politique que je mène en France, sachent que j'ai aussi des racines ici. Et arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai dû avoir affaire, comme vous l'avez dit, à des personnes qui ont pour nostalgie l'époque de l'OAS, des descendants de fondateurs de l'OAS, comme la famille Tabarot, avec lesquels je me suis disputé, invectivé, où je les ai parfois même maltraités en les traitant de racistes, de colonisateurs, puisque c'est leur propre famille qui ont aujourd'hui fait en sorte qu'il y a eu des gens qui ont été massacrés sur le sol algérien. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet assez récurrent et disons-le brûlant. Comment l'Algérie finalement sert de miroir aux tensions bien de chez nous, en France. On a regardé pas mal de choses, des discours politiques, des analyses sur la sécurité, l'identité, et puis évidemment impossible de passer à côté de la mémoire de l'histoire coloniale. Notre objectif, c'est de décrypter un peu ce qui se joue derrière des passes d'armes comme celle assez médiatisée entre Bruno Retailleau et Sébastien Delogout. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment ? Exactement. Et ce qui frappe dans cet échange précis, c'est qu'il révèle vraiment deux visions de la France qui s'affrontent. D'un côté, une approche très sécuritaire, on pourrait dire exclusive, et de l'autre, une vision qui se veut plus inclusive, qui cherche une forme de réconciliation. C'est assez net. Alors, allons-y. Commençons par le volet sécurité, si vous voulez bien. Les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Bruno Retailleau, par exemple, met souvent ça en avant, notamment avec cette liste d'Algériens jugés dangereux. Il était question d'une 60aine de personnes, je crois. Et le point de friction, c'est que l'Algérie refuse de les reprendre. Oui, et c'est là que ça devient plus complexe que juste une procédure administrative. L'OQTF devient un levier politique. Le refus algérien, il n'est pas juste technique ou diplomatique. C'est souvent lu comme une affirmation de souveraineté, un refus des injonctions de l'ancienne puissance coloniale. D'accord. Retailleau, lui, parle de moment de vérité, il met la pression. Mais quand on regarde les analyses, on voit aussi les limites de l'outil OQTF. C'est-à-dire ? L'inefficacité. Oui. Les taux d'exécution sont souvent bas, ça coûte cher. Donc, politiquement, ça fait du bruit, mais concrètement... L'effet réel est plus limité. Voilà. Ça pose la question de la pertinence de cette approche vis-à-vis de l'Algérie, dont la position est aussi très liée à l'histoire commune. Ça touche à la souveraineté, à l'héritage postcolonial, c'est profond. D'accord. Et si on passe à la dimension identitaire, on entend parfois cette expression, ce concept du bon immigré, ou même du bon algérien.
Souvent, c'est quelqu'un qui, disons, critique le régime algérien, comme l'écrivain Boualem Sansal, qu'en cite parfois en exemple, comme s'il fallait un peu renier ses origines, non ? C'est un point absolument central. Cette idée d'un modèle d'intégration qui passerait par une forme d'assimilation, voire d'effacement. Ça contraste très fort avec la posture d'un Sébastien Delogo, par exemple, quand il revendique fièrement ses racines algériennes. Attention, hein, le geste avec le drapeau, c'était lors d'une visite en Algérie, pas à l'Assemblée nationale. Faut être précis. Oui, c'est important de le préciser, hein. Mais ce geste, même là-bas, c'est une affirmation politique. C'est un défi à ce modèle unique. Une manière de dire, on peut être les deux. Exactement. Je suis français et fier de mon héritage algérien. Et ça touche au cœur du débat sur l'identité nationale française, sur la double appartenance. Est-ce qu'elle est acceptée sereinement ? Pour beaucoup de franco-algériens, cette pression à choisir, ça crée une dualité, un malaise parfois. Et puis derrière tout ça, il y a l'histoire. Impossible d'y échapper. La guerre d'Algérie, l'OS, l'organisation de l'armée secrète, cette structure clandestine qui luttait contre l'indépendance. Ça reste des fantômes très présents. Deloup a même accusé certains collègues d'en être les héritiers idéologiques, en citant la famille Tabarot, dont le père était un responsable de l'OAS. C'est fort comme accusation. Ah oui, le poids symbolique est énorme. Ça crée un lien direct, très cru, entre le passé colonial et certains discours actuels. Ça ravive complètement ce qu'on appelle la guerre des mémoires. Le récit français, longtemps édulcoré, face au récit algérien de la lutte et des souffrances. Et ce passé qui ne passe pas ? Et il est constamment instrumentalisé, réactivé dans le débat politique d'aujourd'hui. Ce qui, évidemment, rend la réconciliation très compliquée. Oui, ça empêche d'avancer en fait. Tout à fait. Tant que c'est un outil pour cliver l'ici et maintenant, difficile de construire une mémoire apaisée. Alors justement, la politique actuelle, est-ce qu'on peut voir dans certains discours, comme ceux de Ritello, sur le danger lié à certains Algériens, une sorte de reproduction de schémas anciens, presque néocoloniaux, utiliser l'Algérie pour des enjeux internes français? C'est une lecture qu'on retrouve dans certaines analyses, oui. Se servir de l'immigration, de la mémoire, comme d'un outil dans le débat franco-français, ce n'est pas nouveau. Mais, et c'est important, il y a aussi une résistance à ça. Des voix comme celle de Delogo qui plaident pour une France différente, plus inclusive, qui assume son histoire. On voit bien la fracture. Très nettement, une France un peu crispée, qui a peur pour son identité, face à une autre France qui cherche à intégrer toutes ses histoires, toutes ses composantes. Le fameux double discours français, parfois plus conciliant à l'international et plus dur en interne, ça s'explique aussi par ces tensions-là. La question reste posée, en effet. Est-ce que la France va réussir à tisser une identité qui intègre toutes les facettes de son histoire, même les plus sombres, ou est-ce qu'on va rester bloqué, hanté par ce passé colonial et rejouer sans cesse les mêmes divisions ? C'est une réflexion qui reste ouverte.